A very good afternoon to everybody. Bon après-midi à tous et toutes dans la salle et à ceux qui sont en train de nous écouter en ligne. Bienvenue à cette session parallèle sur la valeur de l'éducation par le jeu. Je serai New Delenia et je serai l'animateur de cette session. Et nous avons un grand nombre de personnes pour cette table ronde pour laquelle nous n'avons pas forcément des PowerPoint, mais il s'agira surtout d'écouter dans un dialogue nos panélistes qui vont répondre à des questions spécifiques concernant l'apprentissage par le jeu en le mettant en lien avec l'innovation et la place des enseignants. Avant de vous présenter ces participants, quelques instructions logistiques. Vous avez un panéliste qui est en ligne, qui doit garder sa vidéo, sa caméra allumée et éteindre son micro. Tous les participants qui sont en ligne sont invités à éteindre leur micro. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte conversation ou le chat avec un modérateur qui se chargera de traiter les questions. Et c'est également le cas pour la session questions-réponses et la plénière. Il y a une interprétation simultanée en anglais et en français. Si vous utilisez l'icône du globe et avec le canal 1 pour le français, le canal 2 pour l'anglais. Les participants dans la salle pourront également poser des questions pendant le débat et nous ferons en sorte de vous passer le micro. Alors, j'aimerais commencer par accueillir nos intervenants qui vont parler de différents aspects. Vous les voyez ici, qui sont équipés pour cette session ludique, l'apprentissage par le jeu. Je vais commencer par Emmanuel Morinzi qui représente le Rwanda. Clément Kabiligi, coordinateur de l'unité éducation à la Fondation Imbuto. Aujourd'hui également, nous avons David Rugaju, spécialiste de l'éducation pour l'association Right to Play. Et en ligne avec nous, nous avons Rukaya Dayoria, qui est spécialiste des programmes d'éducation et chargé de l'éducation au siège de l'UNESCO à Paris. Vous êtes bienvenue. Nous avons également Ruth Mbalezi, qui est chef de projet pour le programme Let's Learn to Play à VSO. Liv Leroy, qui est coordinatrice de l'éducation pour VVOB au Rwanda ici. Et ce qui est encore plus important pour ce dialogue politique, nous avons deux enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Elisabeth Roumoriza. Merci Elisabeth d'être parmi nous aujourd'hui. Et Eric Ndiaye Chimier. Merci aussi d'avoir levé la main. Voilà, nous avons identifié tous les intervenants d'aujourd'hui. Alors, on va essayer d'expliquer le contexte de ce panel dans le cadre de notre forum de dialogue politique. Il s'agit d'identifier les recommandations et les apprentissages clés des praticiens qui sont impliqués dans ces programmes d'apprentissage par le jeu, y compris les enseignants, bien entendu, et d'identifier les innovations à envisager pour mettre en place des programmes d'apprentissage par les jeux dans tous les domaines. Nous allons identifier les besoins des enseignants pour mettre en place ces méthodes d'enseignement pour l'apprentissage par le jeu, quelles sont les ressources requises, et nous allons examiner la situation de l'éducation pré-primaire et primaire, et nous aborderons la question des politiques relatives à cette éducation, notamment avec nos collègues de l'UNESCO qui nous ont rejoints en ligne. J'aimerais, avant d'entrer dans la thématique, poser des questions plus générales qui vont nous permettre de situer ces thèmes dans le contexte plus général de ce forum de dialogue politique. J'aimerais tout d'abord poser une question à Ruth Mbabazi pour VSO, pour nous aider à comprendre ce qu'est l'apprentissage par le jeu, parce qu'il faut que tout le monde comprenne exactement ce dont on parle. Ruth, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'est l'apprentissage par le jeu? Merci.
Hugh. Merci, Hugh. J'aimerais que les participants ici dans la salle et que les participants en ligne qualifient d'un mot ce qu'ils pensent, expliquer ce que signifie l'apprentissage par le jeu. Cela va nous permettra de faire un petit remue-ménage rapide. Si vous avez une idée, allez-y. Émotion. Plaisant, amusant. Interaction, amusant, plaisant. Il y a différentes façons d'expliquer l'apprentissage par le jeu, de le qualifier. Et j'aimerais vous éduquer un peu à ce qu'est le mot du jeu en langue locale au Rwanda. Utile. VSO. Nous aimons beaucoup la définition que la Fondation Lego utilise pour définir l'apprentissage par le jeu, qui est en ligne également avec les définitions par l'UNESCO, de l'UNESCO et de l'UNICEF. C'est la joie dans le jeu et cela permet aux enfants de s'exprimer et de manifester de la joie. Cela porte du sens puisque les enfants vont acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts par le jeu. Et le jeu implique une interaction sociale, ce qui permet aux enfants de communiquer, d'établir des relations, de travailler ensemble. Le jeu suppose une implication personnelle. Cela leur apprend à travailler ensemble et c'est un processus itératif qui leur permet d'éprouver ce qu'ils ont appris, ces nouveaux concepts notamment. Et nous savons que le jeu est essentiel pour les tout-petits à l'âge de la maternelle et puis aussi à l'école primaire et au début du secondaire, notamment pour l'apprentissage de certains concepts. Très bien. Merci beaucoup, Ruth. Maintenant, j'aimerais que l'on parle de l'innovation dans la lignée de cette question. Emmanuel, je vais me tourner vers vous. Est-ce que, en soi, l'apprentissage par le jeu est innovant? Dans quelle mesure et sur quelle innovation l'apprentissage par le jeu s'appuie-t-il? Merci, Hugh. Pour faire écho à ce que Ruth vient de dire, effectivement, l'apprentissage par le jeu en soi est innovant. C'est une approche pédagogique qui s'appuie sur un certain nombre de méthodes pour développer l'apprentissage chez les enfants de manière beaucoup plus amusante et qui les implique davantage. Je dirais que c'est une approche nouvelle, surtout pour nous, parce qu'auparavant, ou plutôt traditionnellement, on a toujours été dans l'état d'esprit que c'était l'enseignant qui avait les connaissances et qui les communiquait. Alors que par le jeu, il y a une transformation où l'enseignant n'est plus prescriptif, il est impliqué, il est modérateur de jeu. Et donc, dès que l'on crée un environnement propice au jeu, les enfants seront toujours créatifs, vont toujours mettre leur expression au service de ce jeu et c'est là que c'est innovant et j'apprécie le fait que, en tant qu'enseignant,
on doit changer notre état d'esprit et nos méthodes. L'autre chose que j'aimerais également mentionner, c'est que dans cette phase de transformation de l'enseignant, il faut une planification rigoureuse et détaillée parce que nous devons trouver ce qui va accrocher les enfants pour les impliquer. Et il faut penser aussi à tout le matériel pédagogique dont on a besoin. Et donc, il faut prévoir cela. Il est intéressant de voir qu'en fait, on l'a fait aussi avec d'autres enseignants. On peut regarder ce qui existe déjà autour de nous dans notre environnement, par exemple. Ça, c'est improvisé localement, mais un enfant va avoir un lien entre ce qu'il voit et ce que c'est, et cela va lui permettre d'apprendre quelque chose. Donc, le jeu, c'est innovant et il doit arriver en temps opportun pour que nos enfants puissent grandir, non pas uniquement en être pensants, mais également en tant qu'êtres qui comprennent qu'ils font partie d'un environnement plus large. J'aime beaucoup cette idée que les enfants, en tant qu'apprenants eux-mêmes, sont aussi source d'innovation, pas uniquement les enseignants. J'aime aussi m'intéresser aux éléments probants relatifs à l'efficacité de l'apprentissage par le G en termes de résultats de l'apprentissage et d'acquisition de nouvelles compétences. Peut-être que vous pourriez répondre à cette question. Quelles sont les preuves, les éléments probants qui nous montrent qu'il y a un véritable développement de compétences des enfants? Je vais essayer de répondre. Hugh, tu as vu la question qu'on a posée? Est-ce que tu as compris? Très bien, je vais répondre à votre question. Pour répondre à cela, il faut se pencher sur la science, les sciences de l'éducation qui s'intéressent aussi à la psychologie, à l'éducation, aux neurosciences également. Et l'ensemble des disciplines sont toujours à la recherche de qu'est-ce qui fait qu'un enfant va apprendre et comprendre. Et ils ont identifié certaines caractéristiques qui doivent être mises en place pour cette acquisition. Tout d'abord, la personne apprend mieux lorsqu'elle est activement impliquée. Lorsque la personne est engagée avec un niveau de concentration élevé et puis qu'il y a un lien avec le contexte de la personne, comme Emmanuel l'a dit, parce que ça a un sens et par conséquent, cela permet d'apprendre davantage. Et puis, plus il y a d'interactions dans le processus, plus l'apprentissage est facilité. Bien entendu, vous avez écouté ce qu'a dit Ruth, il apparaît qu'il s'agit des caractéristiques du jeu également. Donc on peut dire ou conclure que le jeu associe, combine toutes les caractéristiques que je viens d'énoncer et qui permettent l'apprentissage. Autre élément ajouté ici, l'apprentissage, ce n'est pas que le développement cognitif, ce n'est pas uniquement apprendre les calculs, la lecture et l'écriture. Il y a un ensemble de corpus de preuves qui montrent que les enfants et les adultes ont besoin d'autres compétences qu'on appelle les compétences transversales, transférables, qui sont très difficiles à enseigner dans une matière donnée en disant aux enfants « aujourd'hui, vous allez apprendre à résoudre des problèmes ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cela doit être intégré dans une approche globale, tout à fait holistique, où le jeu a toute sa place. Donc, il y a un corpus d'éléments probants à l'échelle mondiale et il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur cette thématique, comme par la Fondation Lego, par exemple, qui contribuent à ces travaux de recherche et à la production de ces résultats et s'adressent à VSO ou à d'autres partenaires représentés ici pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas,
Et comme pour le VVOB, par exemple, nous avons des bonnes pratiques qui ont été identifiées avec une note technique qui définit aussi ce qu'il faut faire en matière d'apprentissage par le jeu. Merci. Je pense que nous allons revenir sur cette question des éléments. Mais je tiens à remercier tous les participants à cette discussion. Je pense que ces points introductifs étaient très importants et je vais peut-être me décaler du général pour approcher d'une dimension plus précise. Pour cette session, nous avons identifié des thèmes plus spécifiques que l'on peut peut-être afficher à l'écran. J'espère que vous pouvez tous les voir à la fois dans la salle et en ligne. Donc voilà 4 sujets que les orateurs avaient identifiés. Premièrement, l'importance de l'interaction entre les enseignants et les parents sur les approches d'apprentissage par le jeu, tout particulièrement en cette période de COVID-19. Deuxième sujet identifié, comment les approches reposant sur le jeu sont importantes pour développer un environnement propice pour les enfants qui peut ainsi participer à leur bien-être et au retour à l'école à la suite des fermetures d'écoles en raison de la COVID-19. Troisième domaine qui touche à l'innovation et à la technologie et comment l'utilisation de la technologie, y compris les applications d'apprentissage par le jeu, ont joué un rôle pour créer et susciter un intérêt, une demande de la part des apprenants vis-à-vis de l'apprentissage et des classes de rattrapage. Et quatrième point, les processus systémiques et la politique touchant au programme et au système de développement des enseignants et comprendre comment est-ce que l'on peut les mettre à l'échelle. Donc voilà les 4 sujets sur lesquels nous allons nous pencher pour le reste de cette session. Donc, je vous propose de passer au premier sujet sur l'interaction entre les enseignants et les parents. Au cours des 18 derniers mois, nous avons vraiment beaucoup appris alors que les écoles étaient fermées puis rouvertes. Et je voudrais demander à Elisabeth, l'une des enseignantes avec nous, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer et souligner l'importance de cette interaction entre les enseignants et les parents pour que l'apprentissage par le jeu soit efficace? J'ai l'impression que les parents ne comprennent pas toujours bien quel est le rôle qui doit être accordé au jeu au niveau primaire et secondaire. Et je pense que vous avez eu des expériences dans votre travail avec les parents et nous aimerions donc entendre un peu que vous partagez avec nous un peu de vos expériences. Merci. Je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience avec tout le monde dans la salle et à distance. Oui, sans aucun doute, les parents mettent en place des activités ludiques avec leurs enfants dans la petite enfance. Et cela permet le développement physique et cognitif de leurs enfants. Les parents en sont conscients et c'est pourquoi ils utilisent les jeux dans les premières années de vie de leur enfant. Mais ce n'est pas le cas au niveau du primaire. En tant qu'enseignante, cependant, je me suis rendu compte que les interactions continues entre les apprenants et les parents au niveau primaire est très important. En effet, les enfants sont en demande de moments privilégiés avec leurs parents. Jouer avec leurs enfants est donc un outil extrêmement efficace pour le développement holistique des enfants. Cela permet de promouvoir la collaboration, la communication et le partage. Et il permet également de susciter une position positive, une attitude positive vis-à-vis de l'apprentissage et permet de développer la créativité des enfants. De plus, le jeu permet de résoudre des situations compliquées, de tension, ce que les parents, bien souvent, ne se rendent pas bien compte. Les enfants sont des êtres humains. Ils peuvent aussi avoir des émotions négatives. Donc, personnellement, comme Emmanuel notamment l'a souligné,
sont les suivantes. Dans ma classe, j'ai été formée à utiliser l'approche de l'apprentissage par le jeu et je peux l'affirmer, l'apprentissage par le jeu a des répercussions sur l'apprentissage des étudiants. Mes étudiants ont de fortes interactions sociales et ce sont des personnes aptes à résoudre des problèmes à la fois au sein de l'école et chez eux. Merci beaucoup Elisabeth. Et pendant votre intervention, je me suis dit, l'interaction avec les parents sur la question de l'apprentissage par le jeu et du jeu pourrait peut-être un point d'entrée très important à utiliser pour obtenir plus de participation des parents dans l'éducation de leurs enfants à l'école. David, peut-être que je pourrais vous demander de partager votre expérience au sein de Right to Play. Qu'avez-vous appris au sein de vos programmes sur cette question, sur la question de créer plus d'engagement de la part des parents et accompagner les enseignants sur cet apprentissage par le jeu? Merci beaucoup, Hugh. Je pense que ma collègue a souligné un point très important. Il y a un élément que j'ai identifié, que nous avons identifié au sein de Right to Play. Le jeu est essentiel pour le développement et la croissance des enfants. Et nous le savons, les parents le savent instinctivement. Ils savent comment jouer avec leurs enfants. Et c'est une chance à saisir, autant de la part des parents que des enseignants. Les enseignants peuvent interagir avec les parents parce que les parents savent jouer avec leurs enfants. Et donc, nous pouvons l'utiliser pour expliquer aux parents que les enfants en ont besoin pour assurer le meilleur retour possible à l'école, pour développer leurs compétences, entre autres. Ils le savent, les parents le savent, mais ils ne comprennent pas pleinement l'importance du jeu et à quel point cela peut jouer un rôle crucial dans le développement de leurs enfants. Et je pense que les enseignants ont ainsi un rôle à jouer. Ils peuvent convaincre les parents d'utiliser cet outil. L'importance pour les parents comme les enseignants est de soutenir les enfants et de les aider à se développer. Au cours de la période de redressement, nous avons pu observer que les enfants avaient un peu perdu l'habitude de jouer et donc nous aimerions créer plus d'interaction entre les parents et les professeurs et les enseignants pour qu'ils incitent les parents à assurer cette continuité avec les enfants. Nous avons aujourd'hui un atout que nous souhaitons utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes. Et c'est pourquoi je pense que le jeu est vraiment un outil d'innovation qu'il faut utiliser. Merci beaucoup, David. C'est un bon lien avec le deuxième sujet. En effet, vous avez déjà souligné l'importance du bien-être des enfants et comment garantir un bon retour à l'école, qui est notre deuxième sujet. Ce deuxième sujet insiste sur la façon dont les approches reposant sur le jeu sont importantes pour créer un environnement propice pour les enfants, ce qui est très important alors que les écoles sont fermées puis rouvertes. Dans certains cas, ces réouvertures ont été très positives, parfois étaient un peu plus hésitantes. Donc, j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Eric, je vais vous demander de vous exprimer dans un petit moment, mais avant Eric, qui pourra partager son opinion en tant qu'enseignant, peut-être que d'autres membres de notre panel voudraient s'exprimer. Eric, j'ai vu que vous aviez récupéré le micro. Et donc, comment est-ce que vous avez pu utiliser l'apprentissage par le jeu dans votre classe pour faciliter ce retour à l'école pour les enfants? Et quelles ont été les répercussions sur le bien-être général des enfants alors qu'ils retournaient à l'école après ces fermetures d'école? Merci, Eric. Merci beaucoup, merci à vous.
Les approches reposant sur le jeu sont essentielles pour développer un environnement propice et accueillant pour les enfants. Ces approches permettent d'améliorer les résultats d'apprentissage des enfants et leur développement. C'est également très important alors que nous essayons d'apprendre aux enfants les compétences du XXIe siècle. Mais il est important de comprendre ces approches. Nos enfants sont naturellement enclins à jouer. Un programme reposant sur le jeu repose sur la motivation avant tout. Et le jeu est ainsi un contexte qui nous permet d'enseigner. Donc, nous les utilisons dans le cadre de l'apprentissage. Dans ce contexte, les enfants peuvent explorer, peuvent expérimenter, découvrir différents éléments et peuvent résoudre de leur propre manière ludique des problèmes. Une approche reposant sur le jeu nécessite à la fois l'initiative de l'enfant et l'accompagnement de l'enseignant. En tant qu'enseignant, moi-même, j'invite les enfants et je les aide à utiliser le jeu pour étendre leur mode de réflexion et pour se développer en tant qu'être humain. Il y a des bénéfices sur le long terme. Lorsque, par exemple, dans les programmes pré-primaires, les enfants sont exposés à la résolution des problèmes grâce à l'accompagnement des enseignants. L'apprentissage par le jeu est plus efficace dans les programmes primaires. Le jeu permet aussi de développer une mentalité positive vis-à-vis de l'apprentissage, en stimulant la curiosité, l'imagination et l'enthousiasme. Et nous pouvons nous poser des questions. Comment ces approches reposant sur le jeu peuvent-elles contribuer au bien-être des enfants et au retour à l'école, à la suite des fermetures d'école? Eh bien, tout d'abord, ces approches aident les enfants de plusieurs façons. Premièrement, les approches reposant sur le jeu ont su créer des espaces de collaboration entre les enfants. Ces approches imposent le respect et l'inclusivité dans les salles de classe. Les approches reposant sur le jeu permettent d'encourager l'autocontrôle parce que chaque élève apprend à contrôler ses propres émotions et se fixe des objectifs à long terme. Et enfin, ces approches offrent des possibilités d'activités dans lesquelles les enfants, les élèves peuvent être libres de faire ce qui les attire et ce qu'ils souhaitent faire. Merci beaucoup. Merci, Eric. Je suis sûre qu'il y aura des questions pour vous de la part du public pour tout bien comprendre. C'est intéressant d'avoir des enseignants avec nous qui peuvent partager leurs propres expériences sur l'apprentissage par le jeu. Mais nous pouvons peut-être revenir sur cette question dans le contexte de la COVID-19. Je vois que sur le chat, il y a déjà quelques questions qui sont posées, mais nous y répondrons par la suite. Je voudrais passer à présent à l'innovation et la technologie, parce que je pense que pour beaucoup, lorsque l'on regarde le thème général de notre conférence, les participants aujourd'hui veulent probablement comprendre comment la technologie et l'innovation peuvent être utilisées. Donc, ici, la question pour ce sujet est savoir comment l'utilisation de la technologie, y compris les applications d'apprentissage par les jeux, ont-elles joué un rôle clé pour susciter l'intérêt des élèves vis-à-vis de l'apprentissage et vraiment aider les élèves à ne pas se déscaloriser. Donc, je vais poser cette question à Clément de la Fondation Imbuto. Et ma question, au vu de notre sujet, pourriez-vous peut-être partager un peu avec nous certaines des expériences que vous avez pu
des expériences que vous avez pu voir au sein de vos programmes et comment l'utilisation de la technologie dans les programmes que vous soutenez et l'utilisation des applications d'apprentissage par le jeu, comment ces applications ont eu des répercussions sur les élèves. Merci beaucoup. En tant que fondation, nous essayons d'utiliser et de tirer le profit maximum de la technologie. Et nous pouvons dire que sur le secteur éducatif, la technologie a permis aux élèves de continuer à apprendre, bien que nous ayons été dans une situation de crise. En partenariat avec UNICEF et IEE, représenté par Emmanuel aujourd'hui lors de notre discussion, ainsi que le Conseil d'éducation rwandais, nous avons développé un programme pour aider les élèves au primaire. Et l'une de nos approches a été l'utilisation d'applications d'apprentissage que je vais appeler des jeux, des games. Certains peuvent être utilisés sur les smartphones, sur les tablettes, pour que les apprenants puissent être dans une situation d'interaction. L'une des premières observations est la suivante. Cela a suscité l'intérêt des élèves vis-à-vis de l'apprentissage en raison de la structure ludique. Comme tous les enseignants l'ont déjà souligné, les enfants et les élèves sont des joueurs naturellement. Ils aiment explorer, chercher, ils aiment interagir avec des choses dans leurs mains. Et la technologie nous permet de créer un environnement numérique qui permet d'interagir. Par exemple, aujourd'hui, ce lion ne peut pas faire de son, n'est-ce pas? À moins de l'écouter en version numérique. Et c'est quelque chose, donc ces outils peuvent être utilisés pour pousser les enfants à avoir envie d'apprendre. Cela leur offre également plus de liberté. Ils peuvent utiliser des applications suivant leur matière. Ils n'ont pas obligé de tous suivre exactement les mêmes matières au même moment. Ils sont libres. Ces applications sont également développées de façon à ce que les enseignants puissent suivre ce qu'ils font et puissent les féliciter lorsqu'ils fonctionnent, lorsqu'ils réussissent. De plus, les applications les incitent à trouver les bonnes réponses, mais il n'y a pas de situation de frustration pour les élèves. Ils ont le droit de réessayer. Et je voulais également vous parler d'une application qui s'appelle China Gumene, qui veut dire jouer et apprendre, ce qui est parfait pour notre discussion aujourd'hui. Donc, une application qui a été développée localement par un expert en informatique qui est également un éducateur. Comme cette application a été développée localement, elle est parfaitement en ligne avec les compétences qui doivent être développées via notre programme. Donc, dans cette application, les élèves semblent se retrouver, comme Monsieur le ministre l'a dit lors de la plénière de ce matin, nous avons besoin d'utiliser des solutions numériques et des applications qui soient adaptées au contexte éducatif. Parce qu'on peut parfois demander aux enseignants et aux élèves d'utiliser un outil qui a été développé à l'extérieur de leur salle de classe, qui ne correspond pas à leur contexte. Donc, nous devons créer vraiment ces liens entre l'aspect technique et l'aspect éducatif. Les enseignants ont également pu tirer parti de ces applications, des applications qui sont très riches et qui permettent aux enseignants d'avoir des ressources qu'ils peuvent utiliser lors de leurs cours. En effet, ces applications leur fournissent beaucoup d'exemples et des éléments qui peuvent être utilisés dans un contexte multimédia facile à comprendre. Pour conclure, je voudrais finir avec un enjeu, un défi peut-être à relever. Pour le moment, ces applications ne sont pas toutes accessibles hors ligne, ce qui est bien sûr une limite pour certaines écoles, particulièrement celles qui se trouvent dans les régions les plus reculées. Et
même dans les zones où il y a un bon accès à Internet, en raison du fait que ces contenus sont multimédia, eh bien, ces applications utilisent beaucoup de données et malheureusement, cela peut revenir cher. Merci. Est-ce que vous pouvez garder le micro? J'ai une question pour vous. Alors que vous parliez, j'étais en train de me poser la question à propos des enseignants. Vous parliez des répercussions pour les enseignants et je me demandais, la relation entre les enseignants et les apprenants est en train de changer, n'est-ce pas, si l'apprenant utilise pleinement ces applications? Et pour revenir également au point sur les parents, comment est-ce que les parents, quelle a été l'opinion des parents sur l'utilisation de ces applications d'apprentissage? Vous l'avez dit, et c'était des jeux, pour ainsi dire. Est-ce que ça a été peut-être un obstacle de la part des parents, ou est-ce que les parents ont compris l'utilisation de ces applications, de ces jeux, et ont réussi à soutenir, accompagner leurs enfants? Merci beaucoup. Dans notre expérience, les enseignants et les parents apprécient la technologie parce que ça permet de soutenir les résultats d'apprentissage de leurs enfants. Et en quelques séances seulement, ils voient déjà l'évolution de l'intérêt des élèves dans l'apprentissage. Et les enfants, généralement, sont plus avancés que beaucoup d'adultes pour ce qui est de la manipulation de ces apps elles-mêmes. La plupart des adultes, de toute façon, veulent avant tout le bien de leurs enfants. Donc, à partir du moment où ils voient qu'il y a une option innovante, technologique et qui fonctionne, eh bien, ils sont tout à fait disposés à voir l'utilisation. Par contre, ils ne sont pas forcément en mesure d'assurer la continuité de l'apprentissage parce que déjà, ils n'ont pas forcément les terminaux à la maison ou ils ne savent pas les utiliser. Et donc, pour un certain nombre d'enfants, ça se passe uniquement à l'école, l'utilisation de ces logiciels ou de ces possibilités. Mais pour ceux qui ont des appareils à la maison, on a aussi des parents qui ont commencé à installer les apps chez eux et qui permettent à leurs enfants de les utiliser à la maison. Merci beaucoup. Il y a toute une série d'applications et de technologies qui sont pertinentes pour l'apprentissage. Et David, je vais me tourner vers vous. Je sais que le Right to Play est impliqué dans un certain nombre de programmes qui utilisent ces technologies. Pouvez-vous nous dire peut-être quelles autres applications pertinentes on a de ces technologies et me parler un petit peu de ces impacts? Merci beaucoup. J'allais dire que nous essayons de travailler toujours avec les acteurs locaux de développement pour tous ceux qui font du développement innovant et qui le font avec les écoles et avec les communautés locales. Ils proposent des activités qui arrivent vraiment à impliquer les enfants et à les faire se concentrer sur l'activité. Et les enfants sont complètement absorbés par ces activités, ce qui facilite l'apprentissage. Mais on voit aussi que c'est très important d'aligner ces activités sur le programme scolaire. Il ne faut pas que ce soit considéré comme étant juste un bonus. Donc, il faut bien regarder le programme scolaire, voir ce qui est attendu et s'assurer que les activités que l'on développe répondent réellement à un besoin d'enseignement. En sachant que c'est vraiment appuyé sur cette construction, eh bien, cela facilite cette transmission de connaissances pour l'enfant dans un cadre logique. Et quand on soutient les enseignants, qu'on leur montre comment utiliser ces activités, et je ne parle pas de choses très compliquées, je parle d'activités très, très simples, mais qui sont pertinentes et qui sont efficaces, eh bien là, on arrive à des résultats. Et ça, on le voit beaucoup. Merci. Cet alignement avec les programmes scolaires que vous mentionnez, que ce soit intentionnellement ou non, cette mention que vous faites nous amène à notre quatrième thématique qui parle vraiment des processus au niveau des politiques publiques.
puisque l'on a besoin de cette réflexion sur le programme. Et alors, en ligne, à distance, nous avons aujourd'hui Rokaya Diwara, spécialiste des programmes d'éducation et responsable de l'éducation de la petite enfance à l'UNESCO. Rokaya, est-ce que vous nous entendez? J'aimerais vous inviter à répondre à la question suivante. Oui, je vous entends. Très bien, merci. Alors, dans ces processus systémiques et de politique, comment est-ce que l'on peut s'assurer d'avoir cet alignement? On a entendu le panel nous parler de la pratique de l'apprentissage par le jeu dans les salles de classe et de travailler avec les enseignants. Mais il est peut-être temps de faire un pas en arrière et de regarder l'ensemble du système d'enseignement et voir quels sont les processus qui permettent d'avoir cette mise en phase avec les programmes et aussi de passer à l'échelle ce genre d'initiative. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'expérience de l'intégration de l'apprentissage par le jeu dans les processus et dans les systèmes tels que le développement des programmes scolaires, mais aussi dans la formation des enseignants, que ce soit formation initiale ou formation continue? Qu'est-ce que votre expérience peut nous enseigner là-dessus pour les praticiens et pour les décideurs? Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance, pour cette excellente modération de la séance. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir répondre à cette question, puisqu'on regarde ici ce qui doit être fait et comment faire de l'apprentissage par le jeu un pilier d'un système d'enseignement et de prise en charge de la petite enfance qui soit vraiment solide. Et donc, on s'intéresse aux aspects institutionnels et juridiques aussi. Pour ce faire, il faut avoir une vision claire des programmes, mais aussi du développement de l'enfant et aligner tout cela, l'articuler avec le système d'éducation. Comment? Eh bien, avec une analyse de situation déjà pour savoir quel est le point de départ dans les différents pays, dans les différentes régions. Est-ce que l'on est au même niveau dans l'adaptation des programmes pour la petite enfance? Et puis, nous avons entrepris aussi une évaluation des programmes nationaux ou au minimum d'un programme holistique pour l'ensemble de l'enseignement sur les âges de 3 à 6 et de 6 à 8 typiquement. Et c'est là-dessus que l'on base nos discussions. Généralement, on regarde plus particulièrement le pré-primaire, donc de 3 à 6 ans dans la plupart des pays. Mais on regarde aussi la tranche d'âge 6-8 ans parce qu'il y a une grande importance accordée aux transitions. Certains des collègues ont déjà également parlé de l'implication des parents dans ce processus. Et sur les âges de 0 à 3 ans, c'est très important aussi d'avoir cette communication, ces échanges. En s'appuyant sur les programmes petite enfance et sur l'approche par le jeu, il faut aussi répondre aux défis que l'on peut avoir dans l'éducation. Et aujourd'hui, ça inclut la question de est-ce qu'on est dans de l'enseignement en présentiel, à distance ou hybride? Il faut prendre en question les questions de développement émotionnel de l'enfant et bien entendu toutes les questions aussi d'approche par les compétences. Alors, comment est-ce que l'on peut apporter tout ça par l'apprentissage par le jeu, dans le programme écrit comme au niveau opérationnel? Tout au long du process, il faut absolument faire le lien entre ces différents maillons. Et les outils doivent être en conséquence développés de manière participative, d'une manière qui valorise les expériences locales et l'héritage culturel de cet apprentissage par le jeu, en stimulant aussi l'intervention et la participation des praticiens et des personnes locales. Le dernier aspect dont j'aimerais parler, c'est l'évaluation de l'apprentissage par le jeu. Comment est-ce que l'on évalue déjà le fait que les enfants soient prêts à apprendre dans un tel environnement? C'est une évaluation extrêmement importante dans cette pédagogie.
Et certains mécanismes doivent impérativement être mis en place pour pouvoir intégrer l'évaluation des compétences générales de l'apprentissage. Le deuxième niveau d'intervention, après avoir pris en compte toutes ces dimensions, c'est d'avoir un cadre d'égalité pour la petite enfance. Une façon de faire qui intègre les enfants, mais aussi leurs familles, de manière équitable. Il faut développer des réglementations et des normes pour savoir si cette approche, déjà, sera optionnelle ou obligatoire. Et c'est un premier point sur lequel il faut être très clair. Il faut également penser aux standards, aux normes d'enseignement. Dans la formation professionnelle, est-ce que l'apprentissage par le jeu est incluse dans les programmes de formation des enseignants et dans les mécanismes d'apprentissage initiaux et dans la vie professionnelle? Est-ce que ces espaces d'apprentissage sont attirants? Est-ce qu'ils sont conviviaux? Et comment est-ce que l'on peut faire en sorte de porter ces qualités? Est-ce que tout cela vient favoriser la qualité de la gestion? Et enfin, il faut un cadre de compétences des enseignants petite enfance. Et je pense ici aux références qu'ont fait les collègues qui ont parlé avant moi à ces très belles expériences. Bon, on doit se poser la question de ce niveau d'intervention. Il faut donc se mettre d'accord sur un cadre de compétences des enseignants, y compris donc sur l'enseignement et l'apprentissage par le jeu. Dans le pré-primaire, comme dans les premières classes du primaire, il faut ainsi améliorer la professionnalisation et le développement des capacités. L'UNESCO a déjà fait des travaux là-dessus dans la région Asie-Pacifique que nous serions ravis de vous transmettre. Le cadre de compétences doit inclure des descriptions précises des connaissances et des compétences que les enseignants des petites classes doivent maîtriser pour ce développement holistique. Il faut aussi que ce cadre inclue des structures systématiques pour soutenir l'apprentissage professionnel des enseignants de la petite enfance. Cela signifie qu'il faudra compléter certains cadres existants et cela peut être un catalyseur pour encourager d'autres régions à en faire autant. En revanche, il faut bien comprendre que ces cadres ne viennent pas remplacer les cadres de compétences existants. C'est plutôt une tentative d'apporter un effort supplémentaire pour que cet apprentissage par le jeu puisse ensuite être injecté dans les programmes d'apprentissage et éventuellement de manière obligatoire également. Et le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, vous le connaissez déjà puisque c'est vous qui l'avez présenté. Les activités, la façon de stimuler les échanges d'expériences et comment faire le suivi et l'évaluation. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai deux membres du panel qui souhaiteraient intervenir sur cette même thématique. Je pense que nous avons le temps pour ce faire et je me tourne donc vers vous, Lévé. Je vous donne le micro pour que vous puissiez nous dire ce que vous aviez à nous dire. Oui, à titre d'illustration de ce qui vient d'être déjà dit par Rokhaya. Je pense que ce sera intéressant de voyager en toute sécurité vers le Vietnam et que l'on peut regarder leur expérience.
Une histoire? Vous allez me raconter une histoire? J'adore ça. Alors oui, je vais vous raconter une histoire, mais c'est une vraie histoire, ce n'est pas un conte de fées. Au Vietnam, donc, il y a quelques années, le gouvernement a décidé de faire la transition vers un programme basé sur les compétences. L'enseignement traditionnel était très centré sur l'enseignant. On portait beaucoup d'attention aux résultats académiques, mais pas du tout aux apprentissages socio-émotionnels et autres apprentissages transférables. Le ministère de l'Éducation a cherché des partenaires pour justement effectuer cette transition. Et la vision est assez claire, le cap était fixé et en dépit de cela, ça a été assez difficile de traduire tout cela, de le concrétiser dans la pratique, dans les salles de classe. Et l'aide sur l'apprentissage par le jeu a été une façon de concrétiser tout cela. L'apprentissage par le jeu est devenu une façon de rendre possible le programme basé sur les compétences avec ses objectifs de développement. Au cours de ce processus, on a vu que c'était très important d'avoir beaucoup de cohérence dans le système. Rokhaya l'a déjà mentionné, il ne suffit pas de dire aux enseignants comment faire ou d'organiser quelques réunions. Il faut que tout l'environnement permette aux enseignants d'appliquer ces approches en ayant le droit de faire des erreurs, en ayant la possibilité de recommencer en toute sécurité. Les évaluations des inspections des écoles doivent donc être alignées sur cette vision et sur cette volonté d'inclure l'apprentissage par le jeu. Au cours de ce processus, nous avons travaillé aussi et de manière intensive avec les organisations syndicales de femmes qui sont très liées à la communauté et aux parents et qui ont eu un vrai rôle à jouer en termes de plaidoyer pro-apprentissage par le jeu. Ça a permis vraiment de faire avancer les choses en évitant d'avoir une résistance de la part des parents. Donc voilà pour les apprentissages que je voulais partager avec vous d'après le cas du Vietnam. Je noterai aussi qu'il ne faut pas oublier que toutes nos organisations sont aussi impliquées dans le développement professionnel. Et ce développement professionnel des enseignants aussi, il devrait être ludique. C'est bien de parler théoriquement de l'apprentissage par le jeu, mais c'est beaucoup mieux de l'appliquer nous-mêmes dans le système. Et c'est ainsi que les enseignants se sentiront libres d'essayer des choses aussi. Merci beaucoup. Pour ma part, je voulais insister sur l'importance d'aborder le jeu comme étant très important pour tous les niveaux de l'enseignement, depuis la petite enfance et le primaire et bien au-delà. Quand on prend l'expérience de grands pays et qu'on écoute l'expérience qu'ils ont eue sur l'apprentissage par le jeu, on voit que c'est aussi possible de le faire jusque dans les universités. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Pour moi, la politique publique doit vraiment prendre en compte cette possibilité. Nous avons travaillé avec le jeu pour la littératie et la numératie, mais on sait aussi que là aussi, on peut étendre ces frontières. On a eu des exemples de programmes basés sur les compétences avec un certain nombre de compétences transversales qui, là aussi, peuvent être très largement améliorées par le jeu. Et c'est vrai partout. Les compétences fondamentales, littératie et numératie, la langue, c'est vrai, mais pas seulement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Quand on parle de jeu, on peut vraiment
réfléchir très au-delà de ces simples briques fondamentales et vraiment y penser de manière générale. Merci David et merci à tous les panélistes. Je crois que nous sommes pile à l'heure. Donc même si on a réussi à faire un bon partage d'idées très riches, nous sommes à l'heure, ce qui est une très bonne chose parce que nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses et prendre les questions des participants, à la fois ceux qui sont ici physiquement avec nous et ceux qui sont à distance. Et je vais commencer par celle-là, puisque nous avons Sarah qui modère le chat. Et les gens n'ont pas attendu qu'on ouvre la session de questions-réponses pour poser leurs questions. On en a donc déjà qui sont là, qui attendent réponse. Et donc, on va commencer par celle-là avant d'ouvrir aux questions dans la salle. Bien, Sarah, je vais donc vous passer le micro pour identifier les premières questions que nous allons pouvoir traiter. Merci beaucoup, merci tout le monde. Je crois que nous allons reprendre là où nous venons de finir en parlant des compétences des enseignants. Et on a une question là-dessus qui est la suivante. De quelles compétences les enseignants ont-ils besoin et dans quelle mesure les approches traditionnelles doivent-elles changer? Dans le groupe en ligne, j'ai vu que l'on disait les approches traditionnelles, autrement dit les approches centrées sur les enseignants, et certains ici dans le chat ont dit qu'il fallait vraiment les changer en adoptant une perspective basée sur l'expérimentation, l'erreur, etc., en étant beaucoup moins dans quelque chose qui part par le haut, qui va vers le bas, mais à la place, la découverte. Voilà. Je vous redonne la question pour que vous puissiez répondre. Quelles sont les compétences dont les enseignants ont besoin pour faire de l'apprentissage par le jeu et qu'est-ce que l'on a besoin de changer dans le développement des enseignants? En lien à cette question, quelqu'un d'autre dans le groupe demandait s'il existait un cadre que les enseignants pouvaient utiliser pour intégrer le jeu au quotidien dans leur pratique. Par exemple, est-ce qu'il existe des pratiques durables que les écoles pourraient explorer de façon à encourager l'apprentissage par le jeu? Et existe-t-il un cadre par lequel on peut intégrer l'apprentissage par le jeu au quotidien? Et quelles sont les stratégies qui peuvent être utilisées par le système éducatif pour mettre en place ces apprentissages par le jeu? Alors, pour la première question sur les compétences requises pour les enseignants, y aurait-il un volontaire parmi nos panélistes pour répondre à cette question? Clément, vous avez levé la main. Et puis, je me tournerai vers Eric parce que c'est intéressant également d'écouter le point de vue des enseignants. On va commencer par Clément. Merci. S'agissant des compétences dont les enseignants doivent être dotés, ce que j'aime dire, c'est que l'apprentissage de la lecture est essentiel. Nous sommes très bien. S'il faut être amusant, on ne peut pas être en train de lire des instructions comme une checklist, il faut faire A, étape 1, étape 2, étape 3. Et ça, c'est pas amusant du tout. Donc, il faut que les enseignants soient aussi amusants et qu'ils instillent un environnement amusant dans l'enseignement. Et souvent, les enfants sont en avance par rapport à nous quant à l'utilisation des outils numériques. Et il faut qu'il y ait une modération de la part d'un adulte. Et c'est là que l'adulte enseignant doit s'amuser avec la technologie et être amusant pour les enfants aussi. Il doit apprendre de nouveaux concepts et assister les enfants pour qu'ils comprennent ce nouveau vocabulaire. Voilà, les compétences qui, selon moi, sont requises, qui doivent être acquises par les enseignants pour parvenir à des résultats satisfaisants. Écoutons Eric maintenant, le point de vue d'un enseignant, parce que lorsqu'on parle des compétences que les enseignants doivent avoir, c'est toujours intéressant d'écouter ce point de vue. Et puis, si vous me permettrez, j'ajouterai autre chose, une autre question. Pas uniquement les compétences attendues des enseignants,
mais quel est le soutien dont les enseignants ont besoin de la part du système pour les aider à intégrer l'apprentissage par le jeu dans leur pratique? Si vous pouvez répondre à ces deux questions, ce serait intéressant et utile, me semble-t-il. Merci, une fois encore. Comme Ruth et Emana l'ont expliqué, tout d'abord, il y a la définition de l'apprentissage par le jeu qui a été donnée par l'UNESCO et l'UNICEF. Il s'agit que l'apprentissage soit interactif socialement, significatif, itératif, amusant et qu'il suppose un engagement actif. Et pour que moi, en tant qu'enseignant, je puisse appliquer cet apprentissage par le jeu, il y a certaines compétences qui sont prérequises. Il faut que j'ouvre les yeux et que j'identifie les moments de jeu dans mes leçons pour inviter les enfants à participer à des activités pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes et ce qui leur permettront de faire face aux situations du quotidien. J'ai aussi des stratégies d'inclusivité et d'inclusion par lesquelles j'encourage les élèves à faire un travail collaboratif qui s'appuie sur la tolérance et le respect, quelles que soient les différences de genre ou de situation physique. Je promeus aussi le travail en équipe pour l'atteinte des objectifs au cours de l'apprentissage, atteinte d'objectifs qui doit être collective. J'utilise aussi les nouvelles technologies dans ma pratique d'enseignant. J'utilise Internet pour des recherches de contenu et pour des approches pédagogiques dont je peux avoir besoin. J'ai également la possibilité d'accéder à des applications qui permettent aux élèves d'utiliser les ordinateurs. Et j'ai pris le temps d'acquérir ces connaissances et compétences, ce que l'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie et dont j'ai besoin. Et je dois constamment apprendre pour être à jour et connaître les nouvelles approches pédagogiques. Et par conséquent, l'apprentissage par le jeu facilite grandement mon travail. Merci beaucoup. Tout ce qui peut faciliter la vie professionnelle des enseignants est important et mérite d'être souligné. Maintenant que nous avons pris quelques questions de la conversation du chat sur le Zoom, nous allons prendre quelques questions de la salle. Et il faut parler dans le micro parce que sinon les personnes qui sont en ligne ne vous entendront pas, les interprètes non plus. Nous allons donc faire passer le micro. Nous avons 2 personnes qui ont levé la main. Si votre question s'adresse à une personne en particulier, vous pouvez la nommer, mais sinon, nous trouverons l'un des membres de la table ronde pour répondre à votre question. C'est une question qui s'adresse à tout le monde. Je suis enseignante et j'enseigne la grammaire. Vous avez parlé... Je vais passer à la question suivante que j'avais en tête. Vous parlez donc de système d'apprentissage par le jeu et j'ai une question pour ma part. Tous les enfants, enfin beaucoup d'enfants, ont Internet et utilisent les tablettes et les téléphones de leurs parents à la maison. Alors, les enfants peuvent chercher beaucoup de choses sur Internet, ils en sont tout à fait capables. Et parfois, si les parents
n'ont pas accès à Internet et ne sont pas équipés en outils numériques, quelles sont les solutions pour faire face à cette situation? Nous allons prendre la deuxième question et grouper les questions. Merci. Fan, je viens d'Allemagne. Je suis membre du comité directeur et je faisais partie également du groupe de travail sur le numérique. Ce ne sont pas des questions, mais plutôt des remarques. De manière générale, je pense qu'il est très important de traiter et d'étudier cette question d'apprentissage par le jeu. J'ai beaucoup appris de toutes les contributions, mais il me semble que ce qui manque, c'est que, à bien des égards et dans bien des endroits, le système éducatif n'est pas prêt. La collègue de Paris nous disait aussi quel est le groupe d'âge, la tranche d'âge que l'on cible. Puisqu'on parle des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, eh bien, là, on parle de l'apprentissage en général et de résultats d'apprentissage. Et ensuite, on intègre de plus en plus l'apprentissage. Mais il y a beaucoup d'éléments probants qui semblent indiquer qu'on n'a pas forcément besoin d'une organisation de classe classique. Il faut créer un environnement propice pour que l'enfant soit actif, qu'il soit stimulé et qu'il réponde à ces stimuli. L'enfant doit découvrir le monde et cela doit se développer sous la forme presque de réflexe. Et si on le protège dans cet environnement, je ne parle pas ici de rattrapage et de redressement post-Covid, mais si l'on n'a pas de lieu pour que l'enfant soit au centre de l'environnement, comment l'enfant va-t-il s'en sortir s'il n'est qu'à la maison? Et les solutions CE permettent aussi d'apprendre des langues et bien d'autres choses. Et moi, j'aimerais également ouvrir ce débat sur comment utiliser les technologies. Je sais que on parle aujourd'hui du redressement. That we actually don't need technology in ECE facilities or schools. On n'a pas forcément besoin de la technologie dans les installations, dans les bâtiments scolaires ECE. Il faut juste un environnement propice pour que les enfants puissent jouer. C'est le jeu qui doit exister dans ces écoles. Je sais que les systèmes éducatifs sont encore dans leur propre logique, si bien qu'il leur est très difficile d'intégrer ces nouvelles idées, même si cela fait des décennies que l'on en parle. Je pense que notre session est également le bon moyen d'éveiller un peu tout le monde. David vient de me rappeler qu'en tant que modérateur, j'ai oublié de répondre à la deuxième question que nous avons eue dans le chat. Je suis passée tout de suite aux personnes dans la salle ici présentes. J'aimerais qu'on réponde à cette question. Existe-t-il un cadre de compétences pour les enseignants pour utiliser ces technologies? L'autre question qui vient de la salle, si je l'ai bien compris, était liée aux solutions numériques qui ne sont pas forcément une solution pour tous et toutes, notamment au Rwanda, où la technologie et Internet ne sont pas forcément disponibles au domicile des enfants. Et je crois que la technologie a été mise en avant, comme le monsieur vient de me le dire, c'est un élément qui a été éprouvé et qui a donné des résultats dans certaines circonstances, mais on va essayer de grouper les questions si ça vous convient et je vais demander aux panélistes de répondre. Je travaille pour VSO et l'on parle, et la collègue de l'UNESCO a parlé des compétences clés, mais dans les pays à faible revenu, les enseignants, les éducateurs ne sont pas suffisamment formés ni rémunérés, donc le métier n'est pas attractif.
Et si l'on veut développer une politique d'éducation nationale ou des programmes, l'éducation est souvent laissée pour compte. Alors, comment réaliser nos rêves pour que cette éducation soit prise en compte? Je crois que cette dernière question, je vais demander peut-être à Rokhaya d'y répondre, parce que Rokhaya travaille beaucoup sur la question d'éducation des tout jeunes enfants. Alors, on va retourner vers le chat. Et la question que j'ai oubliée tout à l'heure est le cadre de compétences pour l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez pris le micro, Clément. Vous allez essayer de répondre à cette question. Puis ensuite, nous donnerons la parole à d'autres panélistes pour répondre à d'autres questions. Puis Rokhaya répondra à la toute dernière question que nous venons d'entendre. Merci beaucoup, Hugh. J'étais heureux d'entendre cette remarque au sujet de la préparation des systèmes éducatifs à l'intégration des nouvelles technologies. On parle de différentes catégories de compétences. On parle surtout des connaissances et des attitudes. C'est très bien que les enseignants sachent comment utiliser l'apprentissage par le jeu, mais l'attitude n'ont pas été suffisamment intégrées. Planifier ses cours, c'est déjà une chose, mais savoir comment faire et quel est le savoir-être et l'attitude à adopter, c'est autre chose. Il faut donc que les enseignants créent eux-mêmes ces environnements propices au jeu dont on a parlé. Et un environnement qui est aussi propice à l'apprentissage. C'est basique. Il s'agit de créer ou d'adopter des jeux pour atteindre des objectifs d'apprentissage. Et donner les moyens aux enfants d'avoir cette autonomie. Parce que traditionnellement, c'est l'enseignant qui va guider tout le processus éducatif. Mais il faut aussi qu'il y ait un passage de témoin, que l'enfant prenne certaines choses en charge lui-même, qu'il soit autonomisé. C'est ce que nous préconisons et c'est le cadre de compétences que les enseignants doivent avoir. Et tout directeur qui soutient l'apprentissage, les inspecteurs, les directeurs des établissements, les enseignants doivent voir ce qui est dans la classe et qui est propice pour cela et qui permet de faciliter l'apprentissage. Et ce que nous disons, c'est qu'il est nécessaire, c'est de disposer d'un cadre de compétences complet, ce qui va ensuite être mis à disposition et exister dans l'environnement d'apprentissage. Et j'aimerais ajouter que la créativité et la liberté de création, d'expression de l'imagination est extrêmement puissant pour construire la confiance des enfants. On sait qu'il y a tel jeu qui permettent de fonctionner, d'obtenir tel résultat pour tel groupe d'âge, etc., etc. Emmanuel, il me semble que vous avez levé la main depuis un moment déjà. Est-ce que vous vouliez répondre à ce point qui avait été souligné autour de la famille lambda et l'accès à la technologie? Pour être tout à fait juste vis-à-vis du reste du panel, la technologie n'était qu'un seul des éléments abordés, mais vous pourriez peut-être un peu plus développer ce point. Oui. Alors, je pense qu'il y avait deux éléments. Tout d'abord, la technologie et l'accès à la technologie. Mais j'aborde la question d'une autre façon. Créer un environnement, le bon espace.
C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce dont nous parlons avec les parents. Vous n'avez pas besoin d'orientation sur l'utilisation de la technologie. En tant que parent, vous devez jouer. Par exemple, je joue à cache-cache chez moi avec mes enfants. C'est vraiment un jeu de base. Et il y a beaucoup d'activités, de jeux que l'on peut utiliser pour permettre à l'enfant de communiquer, de faire preuve de leur esprit critique et de se comprendre comme des êtres humains ainsi que des enfants. Donc, ce sur quoi nous travaillons avec les parents, c'est justement, revenons aux basiques, les jeux, les sports que tout le monde connaît, que l'on peut utiliser. Et qu'est-ce que l'on veut atteindre via le jeu? Eh bien, l'objectif est simple. Nous voulons que les enfants grandissent et deviennent des adultes capables de s'écouter les uns les autres, d'être capables d'être respectueux les uns vis-à-vis des autres, mais qu'ils soient aussi conscients qu'ils appartiennent à une communauté. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que parents, nous devons tous bien réfléchir à ces questions. Et je dois le redire, une fois que l'on leur offre le bon espace pour se faire, les enfants sont vraiment des maîtres de jeu. Et je me rappelle que j'ai déjà été dans une situation où j'ai dû aller tirer mes enfants hors de leur jeu pour aller manger. Ils m'ont dit, là, le repas peut attendre. Donc vraiment, les enfants savent jouer et veulent jouer. Et la question est donc de savoir comment, à l'école et à la maison, peut-on créer cet environnement au sein duquel les enfants peuvent vraiment se déployer et déployer leur propre personnalité. Donc, je voulais ainsi souligner que même dans les familles qui n'ont pas beaucoup de ressources, le jeu peut jouer un rôle important. Je vois que beaucoup de personnes lèvent la main, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de la session. Je ne pourrai donc pas donner la parole à tout le monde. Je voudrais cependant essayer de répondre aux questions que nous avons déjà soulevées. Rokaya, il y avait une question qui touchait aux enjeux systémiques touchant à l'éducation et aux différents contextes. Le fait que, par exemple, les enseignants, le personnel ne soit pas forcément vraiment prévu dans les salaires qui sont payés. Comment peut-on, si j'ai bien compris la question, comment peut-on donc prendre cette situation en compte pour faire progresser la question de l'apprentissage par le jeu? Rokaya, oui, merci beaucoup. Merci une fois de plus, merci pour cette question. Mais je pense qu'il faut prendre en compte 2 ou 3 éléments. Je tiens à remercier la personne qui a posé cette question, mais je voudrais y répondre en créant un lien avec la discussion que nous avons pour le moment, à savoir, avons-nous besoin ou non d'un cadre spécifique d'action et d'un plan d'action qui serait relatif à l'apprentissage et à l'enseignement par le jeu. Parce que je pense que c'est important de souligner que tant que nous continuerons à avoir des éducations, d'éducation et de protection de la petite enfance qui se développent de manière isolée, où chacun développe ses propres outils et mécanismes, d'un point de vue politique, ce sera difficile de tout intégrer. Aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être adopter une autre approche pour voir si, par exemple, aujourd'hui, nous pensons que l'ensemble des enseignants et des professeurs de petite enfance ne sont pas suffisamment bien rémunérés, ne sont pas pris en compte, eh bien, peut-être qu'il faut nous demander pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas recrutés et formés de la même façon que les enseignants à d'autres niveaux. Et donc, notre bataille aujourd'hui est de s'assurer que déjà, ces enseignants puissent être intégrés dans le plan mondial d'éducation. Et donc, je pense qu'il faut tout relier au programme mondial de formation des enseignants. Si les enseignants, les éducateurs de la petite enfance
sont bien recrutés, s'ils étaient bien formés, eh bien, ils auraient les mêmes bénéfices que les autres enseignants du primaire, du secondaire et d'autres niveaux d'éducation. Donc, ma réponse ici, l'idée serait de s'assurer de faire en sorte que cet apprentissage par le jeu devienne une réalité en la présentant non seulement pas comme une activité, mais comme une partie intégrante du cadre mondial pour l'éducation. Je pense que c'est un enjeu et une discussion très importante. Il faut que les enfants jouent, se socialisent, certes au niveau de la petite enfance, mais également au niveau primaire. Cela permettrait d'atteindre des résultats en termes d'apprentissage et d'enseignement. Cela permettrait de rendre cet apprentissage positif pour leur bien-être. Je pense que c'est important pour chacun et chacune d'entre nous. Et cela ne touche pas que l'apprentissage par le feu, mais tous les aspects qui touchent à la petite enfance. Aujourd'hui, nous devons nous assurer que l'éducation à la petite enfance soit intégrée dans le cadre de référence mondial pour l'enseignement. Tant que nous n'y parviendrons pas, il sera difficile d'attirer l'attention des décideurs politiques et nous n'aurons pas les ressources nécessaires pour faire de nos enjeux une priorité. Donc, je pense qu'il faut peut-être penser comment réorienter nos activités, nos interventions. Comment peut-on s'assurer que nous sommes intégrés dès le début nous sommes liés à tous ces enjeux. Et peut-être que nous avons également besoin de normes partagées. Lorsque l'on parle de ces enseignants aujourd'hui qui sont censés être formés, il faut également s'accorder sur le fait qu'ils ont besoin d'accepter les mêmes orientations, les mêmes normes. Et peut-être que l'on pourrait ainsi changer un peu la situation. Si l'on continue de créer nos propres méthodes d'action, cela sera difficile d'avoir des répercussions au niveau politique. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre session. La prochaine plénière est à 4h30, donc nous aurons le temps de continuer notre discussion de manière informelle pendant la pause café en ligne sur la plateforme. Ce sera possible de continuer de discuter peut-être. Mais avant de conclure, Sarah, qui est la modératrice du chat, pourrait peut-être lire certains des commentaires qui ont été partagés sur le chat pour pouvoir les avoir à l'esprit. Nous ne pourrons peut-être pas y répondre tout de suite, mais pour être juste vis-à-vis de ces personnes qui ont pris le temps d'écrire un commentaire. Sarah? Oui, il y a eu beaucoup de commentaires sur le chat. Donc, très rapidement, un collègue a souligné l'importance des parents, du rôle joué par les parents, le fait qu'ils doivent être considérés comme des atouts pour l'apprentissage par le jeu. Sur la technologie, beaucoup de discussions sur le chat, dans la salle. Un collègue insistait sur la prudence nécessaire lorsque l'on parle de la technologie, non pas seulement sur la question de l'accès à la technologie, mais également son rôle dans l'apprentissage par le jeu. Un autre collègue voulait poser une question. Malheureusement, nous n'avons pas pu y répondre pour le moment, mais une question portant sur les rôles que les chefs d'établissement doivent jouer dans l'apprentissage par le jeu et quelles ont été nos expériences par le passé. Autre question, quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour s'assurer que les enfants vivant avec un handicap puissent bien être intégrés dans ces politiques? Et c'est d'ailleurs un domaine tout entier sur lequel nous pourrions nous pencher à l'avenir. C'est un point très important. Mais nous arrivons à présent à la fin de notre session. Il est déjà 3 heures, mais donc il ne me reste qu'à remercier l'ensemble des participants, ceux qui étaient dans la salle, ceux qui étaient à distance, toutes les personnes qui ont participé avec vos commentaires, vos questions. Je tiens également à remercier l'ensemble des panélistes. La majorité sont présents avec nous dans la salle. Nous avons également eu une participante à distance. Et je pense que cette discussion nous a bien
montrer la diversité de cette discussion. Je pense que c'était d'ailleurs un échange passionnant que nous pourrions probablement continuer pendant longtemps. Je voulais peut-être identifier 2 ou 3 éléments à garder à l'esprit. Bien sûr, ce n'est pas les seuls points, mais peut-être tout d'abord l'apprentissage par le jeu est pertinent à tous les niveaux d'éducation, non seulement la petite enfance, mais également au niveau primaire, secondaire. Et on a même entendu parler de l'utilisation de cette approche au niveau universitaire. Mais la transition d'un niveau à l'autre est important autant du point de la formation des enseignants que de l'accompagnement pour s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différents niveaux. L'apprentissage par le jeu peut être en soi considéré comme une innovation parce que la technologie peut faire partie de cette innovation, certes, mais surtout parce que c'est une option, une approche innovante et parce que les enfants eux-mêmes innovent lorsqu'ils jouent. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Bien sûr, l'approche innovante des enseignants est également importante en tant que facilitateur de jeu et parce qu'ils peuvent identifier le matériel qui permette d'assurer cet apprentissage par le jeu. Nous avons également entendu parler des compétences nécessaires de la part des enseignants, mais également entendu parler de l'accompagnement nécessaire des enseignants et de la formation continue, l'accompagnement de la part du système, des chefs d'établissement, des inspecteurs ou des autorités locales d'éducation. Je pense que c'est un point important. Et enfin, nous aurions probablement pu parler plus longtemps de l'importance de l'interaction entre les familles et les enseignants. Non seulement parce que ce qui se passe à la maison peut renforcer tout ce qui se passe à la classe, bien sûr, mais également parce que cela peut être une bonne porte d'entrée pour que les enseignants invitent les familles à être plus actifs dans l'éducation de leurs enfants à l'école. Je pense que c'est quelque chose aussi qui était très intéressant lors de cette discussion. Voilà quelques éléments que je pense intéressants. Et comme je l'ai déjà souligné, nous avons encore un peu de temps avant la prochaine plénière, donc peut-être que nous pouvons discuter de manière informelle pendant notre pause café. Les personnes en ligne peuvent continuer à poser des questions, des commentaires dans le chat en tant que modérateur. J'ai vraiment apprécié cette discussion. Je vous remercie.